Il a payé de sa vie son combat contre Vladimir Poutine. Alexeï Navalny, l'opposant numéro 1 au président russe, est mort en prison dans la terrible colonie pénitentiaire où il avait été transféré il y a un an. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'administration russe qui affirme qu'Alexeï Navalny a fait un malaise lors d'une promenade. Regardez ce communiqué le 16 février. Après la promenade, il s'est senti mal et a presque immédiatement perdu connaissance. Toutes les mesures de réanimation nécessaires ont été prises, mais elles n'ont pas donné de résultats positifs. Les médecins urgentistes ont confirmé le décès du condamné. Un caillot de sang serait à l'origine de son décès. Il avait 47 ans, amaigri, un état de santé qui s'était détérioré ces dernières semaines au vu de ses conditions de détention. Mais Alexeï Navalny s'était montré combatif jusqu'au bout, non sans ironie. Et regardez ce message qu'il avait posté sur X il y a seulement 2 jours. La colonie de Yamal a décidé de battre le record de Vladimir en matière de complaisance et de satisfaction des autorités de Moscou. Ils m'ont juste donné 15 jours en cellule disciplinaire. Autrement dit, c'est la 4e cellule en moins de 2 mois que je suis avec eux. Ils font des gestes. Alors évidemment, pour comprendre ce qui se joue, accueillons au plateau Didier François. Bonjour. Bonjour. Reporter de guerre, merci de nous avoir rejoint. Le général François Chauvency, bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Catherine Gentil de Cancode, bonjour Catherine. Bonjour, notre spécialiste des questions internationales sur LCI. Accueillons également Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Et Benoît Billan, bonjour. Vous êtes historien militaire, spécialiste des questions stratégiques et auteur de Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif aux éditions Perrin. Avant de vous entendre, on a besoin de comprendre qui était Navalny. Et je me tourne vers vous, Nivine, vous nous avez rejoint. On a besoin de comprendre le parcours de l'homme, ses combats, comment il est devenu le numéro 1, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. Eh bien, le grand public découvre Alexeï Navalny en 2011 à l'occasion des manifestations monstres en Russie. Des millions de personnes descendent dans la rue pour protester contre les résultats des élections législatives. Et parmi ces millions de personnes, il y a un avocat qui, à ce moment-là, est inconnu. Il s'appelle Alexeï Navalny. Et rapidement, il va se faire connaître avec un slogan qui marquera les esprits: une Russie sans Poutine. Il est emprisonné une première fois et à partir de là commence son combat contre la corruption en Russie. Il crée d'ailleurs une fondation baptisée Anticorruption et devient donc l'ennemi public numéro 1, ce qui lui vaut en 2013 donc un premier procès. Il est condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds d'une société forestière, une condamnation qui sera d'ailleurs dénoncée à la fois par l'Union européenne et par beaucoup d'associations de défense des droits de l'homme. Mais Navalny n'en démord pas. Il se présente à la mairie de Moscou et fait campagne en dénonçant notamment les migrants qu'il accuse d'être des délinquants. Il perd l'élection, mais gagne en notoriété, il gagne en aura médiatique. Et en 2016, il décide de se présenter à l'élection présidentielle qui se tiendra 2 ans plus tard, en 2018. Plusieurs procédures judiciaires sont alors ouvertes à son encontre. Il fait plusieurs séjours en prison et en 2018, il est interdit de présidentielle, probablement à cause de l'un de ses premiers faits d'armes médiatiques qui date de 2017 précisément et qu'on a surnommé les canards de Medvedev. À l'époque, il publie une vidéo sur YouTube qui sera vue des millions de fois et dans laquelle il dénonce la corruption au plus haut niveau de l'État. Il accuse notamment le Premier ministre russe de s'être enrichi, d'avoir réussi à bâtir tout un fonds, tout un empire immobilier grâce au financement d'oligarques. Des milliers de manifestants descendent alors dans les rues avec un canard parce que dans l'une de ces maisons, il y avait un canard dans la décoration. Ça devient donc les canards de Medvedev. Voilà donc pour son premier fait d'armes majeur. Et en 2020, Marie-Aline,
Et en 2020, évidemment, on s'en souvient, c'est une image qui avait marqué la communauté internationale. Eh bien, il est victime d'une tentative d'empoisonnement alors qu'il se trouve en Allemagne. Le gouvernement allemand affirme alors avoir trouvé des traces de Novichok, un poison utilisé par les services russes. Une fois rétabli, eh bien, il décide de retourner en Russie le 17 janvier 2021, très précisément. Il est immédiatement arrêté et 2 jours plus tard, eh bien, cette fois, il dénonce l'empire immobilier de Vladimir Poutine. Autre vidéo-choc, autre dossier très important. Et à partir de là, eh bien, les procès s'enchaînent. En mars 2022, il est condamné à 9 ans de prison, jugé coupable d'escroquerie, d'outrage à magistrat. En août 2023, cette fois, c'est 19 ans d'emprisonnement pour extrémisme. Après avoir disparu pendant plusieurs jours, eh bien, ses proches découvrent à la fin de l'année dernière qu'il a été transféré dans un centre pénitentiaire de l'Arctique aux conditions évidemment très compliquées. C'est donc dans ce centre pénitentiaire, à l'occasion d'une promenade, qu'il serait décédé. Merci beaucoup Nivine pour toutes ces informations. On va tout de suite partir à Moscou, retrouver notre correspondant Jérôme Garraud. Jérôme, bonjour. Alors curieusement, cette nouvelle ne fait pas du tout la une de tous les médias russes. Oui, alors pour l'instant, je n'ai pas encore regardé les télévisions, mais c'est vrai que sur les agences de presse, sur les médias en ligne, vous avez parfois une dépêche, un article, mais noyé dans un flot d'actualité, et ça ne fait pas la une. Le seul média qui affiche la mort de Navalny en une, c'est le média Commerçant, qui est un journal d'actualité économique moscovite, qui est réputé l'un des plus sérieux en Russie. Et vous savez, à mon avis, c'est pas un hasard si, en discutant avec les moscovites tout à l'heure, cet après-midi, même il y a encore 10-15 minutes, en parlant avec eux dans la rue pour recueillir leurs impressions à chaud, eh bien, on leur apprenait en fait la mort de Navalny. Ils n'étaient pas au courant. Donc on a eu des réactions assez différentes, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une forme d'indifférence qu'on nous montrait face à la caméra, ou alors les gens prudemment préféraient s'éloigner et ne pas nous répondre. Vous savez, ça ne va pas de soi de répondre à une télévision étrangère en Russie, qui plus est une télévision occidentale française. On a quand même quelques personnes, 2 femmes, qui nous ont dit on ne saura jamais finalement de quoi Navalny est mort. Donc il y a aussi quand même dans les réactions aujourd'hui ce scepticisme d'une partie des Russes. Merci beaucoup Jérôme Garraud, notre correspondant pour TF1 LCI en direct de Moscou. On comprend que les Russes puissent être très très prudents quand il s'agit de dire publiquement, soit à la presse écrite ou à la télévision d'État, ce qu'on pense de la mort de Navalny. Catherine, pour qu'on comprenne bien le séisme qui a lieu en Russie, qu'est-ce que ça change, la mort de Navalny ? Mais surtout, le problème, c'est que sûrement on ne saura jamais de quoi est mort vraiment Alexeï Navalny, si ce n'est qu'on peut évidemment conclure assez aisément que, vu les conditions de détention qui étaient les siennes ces dernières années, ça avait beaucoup affaibli son organisme et qu'on le voyait de plus en plus amaigri, de plus en plus fragile. Mais de toute manière, ça va quand même induire encore un peu plus dans l'esprit des Russes, et c'est sûrement aussi pour ça que notre correspondant Jérôme Garraud avait du mal à obtenir des témoignages. Le fait que si on est un opposant, eh bien justement, on peut finir ses jours de manière très anticipée, parce qu'il n'avait que 47 ans, Andreï Navalny, oui, dans une colonie pénitentiaire qui rappelle les plus beaux jours du stalinisme en termes de conditions de détention. Donc, sauf s'il y avait une équipe de médecins légistes indépendants, donc autant dire étrangers, qui pouvaient avoir accès à la dépouille d'Alexeï Navalny, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé, mais en tout cas le message quand même est clair, c'est que opposant en ce moment en Russie, c'est quasiment une mission impossible. Soit vous êtes incarcéré, soit le candidat Nadezhdin, qui voulait concourir pour la présidentielle, a été éliminé par la commission électorale. Donc, à 1 mois à peu près de l'élection présidentielle russe, on voit qu'il n'y a pas de place pour les opposants actuellement à Moscou. Didier François, Poutine s'est débarrassé, entre guillemets, du seul opposant qui pouvait l'inquiéter ? Alors, Poutine a essayé de s'en débarrasser et l'avait condamné à mort déjà. En août 2020, puisqu'il a été empoisonné sur ordre de Poutine en août 2020. Donc il a été sauvé de manière miraculeuse parce que l'avion s'est posé, que les médecins sur place, ne sachant pas qu'il avait été empoisonné par le FSB, lui ont donné des soins, et qu'ensuite il a été évacué en Allemagne et sauvé par la médecine occidentale. Mais il était déjà mort.
potentiellement pour le pouvoir. Il était déjà condamné à mort. Et en fait, Poutine s'est débarrassé, et on est dans le même... Alors maintenant, on est sur une enquête, mais exactement comme Prigojine, où il y a soi-disant une enquête, on attend toujours de savoir, bon alors évidemment il est mort dans le crash de son avion, mais qui a posé la bombe, on ne le saura jamais, pas plus que là, on saura qui a décidé de filer le coup de grâce. Parce que c'est ça la vérité. On a 2 opposants nationalistes, parce que, étonnamment, Navalny, malgré tout, c'est avant 2011, et il a commencé la politique en 2008 dans un parti ultranationaliste. Lui-même est un orthodoxe très pratiquant. Il était dans un front assez antisémite et anti-immigré, mais sur une ligne anticorruption. Et en fait, étonnamment, il y a 2 types d'opposants à Poutine. Il y a les nationalistes, dont Prigojine faisait partie. Prigojine, c'était aussi un opposant nationaliste, qui, tous les deux, ont été liquidés, parce que justement, à la différence des opposants libéraux-démocrates, on va dire, par exemple, Yekaterina Doutsova, vous vous rappelez, la journaliste qui avait tenté de se présenter, ou Nadejnine qui avait aussi tenté de se présenter, Poutine les a juste exclus des élections, ce qu'il avait déjà fait avec les nationalistes radicaux avant, mais eux ont poursuivi leur combat hors de la lutte électorale. Rappelez-vous que quand même, quand il s'était présenté aux élections à Moscou, il avait fait 27% des voix, Navalny. C'est ça l'inquiétude, c'est que le courant nationaliste, le courant ultranationaliste opposé à Poutine, qui lui-même essaye de gagner les nationalistes comme électeurs, sont un danger beaucoup plus important pour lui que ne le sont les démocrates et les libéraux, qu'on va accuser d'être des agents occidentaux, des espèces de marionnettes de l'Occident, prônant les manifs LGBT, etc. Bon, enfin, tout ça est du grand n'importe quoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la politique. Et donc, pour Poutine, d'un certain point de vue, ces 2 opposants nationalistes, chacun à leur façon, Navalny dans la politique et Prigojine dans le cadre de la contestation de ce monopole de la violence armée, étaient des opposants extrêmement dangereux pour un régime qui se radicalise et qui ne laisse aucun espace à la critique. Alors, à la télévision d'État, Arlette, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a quand même promis de la transparence dans l'enquête sur la mort de Navalny. Regardons ensemble. Pour autant que nous le sachions, à l'heure actuelle, conformément à toutes les règles existantes, tout le monde procède à toutes les vérifications, clarifications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'instructions spéciales, parce qu'il y a un certain ensemble de règles que tout le monde suit maintenant. Il y a des informations selon lesquelles il s'agirait d'un caillot de sang. Je n'en sais rien, les médecins doivent le découvrir. Qui l'a signalé ? C'est Moscou qui l'a signalé. Arlette, comme le disait Didier, comme pour Prigojine, il ne faudra pas s'attendre à une transparence de la part du Kremlin. De toute façon, même s'il y a une explication qui est donnée, comme le disait Catherine, on ne saura jamais. Et de toute manière, ça ne change rien. La responsabilité, c'est Poutine. Et de toute façon, Poutine l'a tué. Voilà, déjà condamné à mort une première fois. D'ailleurs, quand il avait été empoisonné, et effectivement, il avait été, notamment grâce à Angela Merkel, transporté en Allemagne pour être soigné, Peskov avait dit j'espère qu'il va pouvoir se rétablir. Donc c'était déjà une déclaration du porte-parole en 2020, ce qui prouve que c'est toujours la même histoire, c'est le même cynisme absolu d'un pouvoir qui essaie de nous expliquer que tout au fond va être fait suivant la norme et la normale, et ça ne convainc évidemment personne. Alors je ne sais pas quelles seront les réactions, effectivement on en parlait tout à l'heure, en Russie on voit bien que c'est pas un immense... mais c'est quand même un énorme rappel aux Occidentaux qui l'auraient oublié que le régime de Poutine, c'est quand même une dictature et ce n'est pas un régime qu'on peut effectivement, d'une manière, comment dirais-je, même parfois discrète, essayer de soutenir. Et Poutine n'est pas un interlocuteur avec lequel on peut parler. Je pense que ça, c'est un sérieux rappel pour nous. Au-delà du salut qu'il faut adresser à quelqu'un qui a eu le courage de rentrer en Russie sachant qu'il allait mourir, puisqu'il était condamné à mort. Il a eu quand même le courage de revenir en Russie. Et je crois que c'est quand même un sérieux rappel pour tout le monde, pour ceux qui sont un peu dans l'indifférence ou pour ceux qui sont même dans une espèce d'indulgence qui persiste à l'égard du régime de Poutine.